Est-il possible de voler le cœur d'un pays sans un bruit, seulement en tapant quelques lignes de code? Peut-on, avec un simple clavier, renverser tout un État sans qu'aucun soldat ne sorte en rue, sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré? Cette question, jadis réservée aux romans d'espionnage ou aux scénarios dystopiques, est aujourd'hui au centre de l'histoire moderne du Burkina Faso. Visualisez Ouagadougou, 2 heures du matin. La ville n'est pas tout à fait endormie. Au loin, le bruit sourd d'un générateur, quelques aboiements, le passage d'une moto sur une route poussiéreuse. Mais ce soir-là, pas de sirène, pas de coup de feu. Juste un silence lourd, plus menaçant que n'importe quel cri dans la nuit. Un silence qui, dans l'histoire burkinabé, annonce toujours un basculement. Dans cette obscurité, tout bascule. Alors que la ville dort, des mains invisibles redessinent le destin du Burkina Faso. En moins de 7 minutes, la stratégie numérique de défense du pays s'évapore. Ce n'est ni de l'or, ni des armes qui disparaissent. C'est une opération secrète, baptisée Opération Mamba, conçue pour tester la loyauté des unités d'élite. Mais cette simulation, destinée à révéler d'éventuelles trahisons, se transforme en la preuve que la trahison a déjà frappé. Ce n'est plus une affaire de fusil. C'est le début d'une nouvelle guerre, celle de l'information et de la loyauté, où chaque octet volé peut effacer des frontières, manipuler le réel, acheter ou briser la souveraineté d'un peuple entier. Au XXIe siècle, le pouvoir ne se conquiert plus uniquement par la force, mais par la maîtrise des flux invisibles, l'information, la confiance, la peur. À 4h47, le téléphone sonne. Le président Traoré, à demi éveillé mais déjà lucide, prononce 2 mots qui scellent le sort de l'Afrique moderne. Verrouiller les frontières. Dès cet instant, chaque camion, chaque drone, chaque rumeur devient l'écho d'un champ de bataille invisible. Plus de blindés, plus de détonations. La guerre moderne commence désormais par une brèche dans la confiance, par une faille dans nos fichiers. Pourtant, la menace réelle n'a pas de visage. Si l'on croit encore que les attaques décisives font du bruit ou laissent des traces visibles, on risque de perdre bien plus qu'une bataille. On risque de perdre le contrôle de sa propre réalité sans même s'en apercevoir. L'histoire mondiale regorge d'exemples où l'ennemi frappe sans bruit. Des sabotages de lignes télégraphiques lors de la Première Guerre mondiale, à l'attaque du virus Stuxnet sur les centrifugeuses iraniennes au début du XXIe siècle. La guerre silencieuse est la plus redoutable. Pour comprendre comment, en quelques heures, le destin d'un pays peut vaciller dans l'ombre, il faut revenir ensemble sur ces minutes suspendues, juste avant l'aube. Mais cette attaque n'est que la première salve. Ce qui suit va redéfinir la notion même de pouvoir, et chaque décision comptera double. Dans un pays né dans la braise révolutionnaire, la trahison n'est jamais qu'à un souffle. Ici, au Burkina Faso, la tension s'accumule dans le silence nocturne. Pas de sirène, pas d'alarme. Juste le pouls d'une nation qui, même sous les étoiles, garde les poings serrés. L'histoire du Burkina Faso est marquée par une alternance entre espoir et chaos, stabilité apparente et basculement soudain. Depuis son indépendance, le Burkina Faso a traversé 8 coups d'État, 8 séismes politiques, 8 nuits où l'espoir et le chaos se sont disputés l'avenir. À Ouagadougou, les rues ont vu passer des colonnes de blindés, entendu des proclamations écrites à la poudre et pleuré sous la poussière des casernes. Cette succession de ruptures, loin d'affaiblir la société, l'a rendue hyper vigilante aux signaux faibles du pouvoir. Aujourd'hui, la révolution ne claque plus dans les rues. Elle s'infiltre en silence, là où l'on ne l'attend pas. Plus de tanks, plus de fanfares. Le danger s'invite dans les lignes de code, circule en secret dans les réseaux, se camoufle derrière des algorithmes que l'on disait inviolables. Il y a 50 ans, un coup d'État commençait par la prise de la radio nationale. Aujourd'hui, il commence par le piratage d'un serveur. Ce qui s'évapore désormais n'est ni l'or ni les armes, c'est la confiance. Une confiance minée, dérobée bit à bit dans des serveurs obscurs. La vraie richesse n'est plus dans les coffres, mais dans les données et les murs invisibles qui les protègent. Les archives stratégiques, les plans d'opération, les bases de données des citoyens, c'est là que se joue la nouvelle souveraineté.
Au cœur de cette nuit tendue, 3 silhouettes se détachent. Le président Ibrahim Traoré, chef d'État jeune au sang-froid de glace. À ses côtés, Amira Kouaju, stratège cyber formée dans les meilleures académies numériques, gardienne des frontières digitales du pays. Et, dans l'ombre, Cobra Zero, une unité secrète de 10 opérateurs effacés des registres, soldats d'élite dressés à prévenir ce que l'histoire préfère ignorer. Oublier ce contexte serait fatal. Le péril n'est plus une colonne étrangère ni une mutinerie de caserne. Il naît de l'intérieur, tissé par le code et la ruse. Une attaque qui vise non les murs, mais l'ADN même de la confiance nationale. Les sociétés modernes, toutes connectées, sont aussi vulnérables à l'ennemi intérieur qu'à l'assaillant extérieur. On l'a vu en Ukraine, où des cyberattaques russes ont précédé les offensives militaires, ou lors du piratage du Parlement allemand par des acteurs inconnus. Mais l'ennemi ne porte pas toujours d'uniforme. Parfois, la plus grande faille se cache derrière un badge, un mot de passe, ou un simple regard détourné. L'histoire des grandes trahisons est souvent celle de proches collaborateurs, d'agents doubles, dont la loyauté vacille dans l'ombre. Derrière ces visages et ces écrans, un jeu dangereux commence. Une course contre la montre s'engage, où la moindre brèche pourrait tout emporter. Pour Cobra Zero, chaque seconde compte. Comme lors de l'incident du virus WannaCry, où des hôpitaux entiers furent paralysés en moins de 10 heures, le temps est l'ennemi invisible. La véritable guerre ne se livre plus à ciel ouvert. Elle s'écrit dans l'ombre, là où qui contrôle les réseaux tient la nation entre ses mains. À l'instar de l'affaire Snowden, où quelques fichiers dérobés ont bouleversé l'équilibre des puissances mondiales, la maîtrise de l'information prime sur la force brute. Il est 2h14 à Ouagadougou. La ville dort sans bruit. Mais au centre du quartier général militaire, une silhouette masquée s'infiltre. Sa cible ? Une valise en titane, scellée, gardienne du plan le plus secret du pays. L'unité Cobra Zero, invisible même dans les rapports officiels, reçoit l'ordre. Retrouver la valise avant l'aube et rallumer le réseau national. Sinon, tout s'écroule. Dans la salle des opérations, les écrans sont noirs, les caméras gelées. La confiance disparaît à mesure que le silence s'épaissit. Les premiers indices mènent vers des adresses IP lointaines, quelque part entre la Libye, le Delaware et les Caraïbes. Mais le piège se referme. La trahison n'est pas extérieure, elle vient de l'intérieur. Seuls les initiés de niveau 0, ceux en qui le pays place sa foi, pouvaient affranchir la dernière barrière. La cybersécurité a basculé du code vers le chaos. Ici, on ne vole pas que des fichiers, on manipule la réalité elle-même. Chaque minute sans réseau, la monnaie nationale fond sur les marchés internationaux. Des spéculateurs, tapis dans l'ombre, orchestrent la chute du pays, encaissant des milliards sur une crise qu'ils ont eux-mêmes déclenchée. Ce scénario rappelle la crise asiatique de 1997, où des attaques spéculatives numériques ont précipité la dévaluation de monnaies entières. Dans les couloirs du QG, la tension monte. L'angoisse se lit dans les yeux, les soupçons se murmurent. Qui protège encore? Qui trahit? La paranoïa s'installe. Ce n'est plus une simple mission de récupération. Il s'agit de survivre à une guerre invisible, capable d'acheter et de vendre ce que la nation a de plus précieux, jusqu'à son âme. Accepter cette guerre de l'information comme une fatalité, c'est abandonner la confiance, laisser la souveraineté devenir une marchandise. Cobra Zero progresse dans un labyrinthe où chaque porte peut se refermer sans bruit. La valise volée n'est qu'un prétexte. Le vrai enjeu, c'est de reprendre la main sur la narration, sur la vérité, sur l'avenir du pays. À ce stade, il ne s'agit plus seulement de retrouver la valise. Il faut sauver l'idée même de vérité. Car si le doute s'installe, plus personne ne saura distinguer l'allié de l'ennemi. C'est là que se joue le véritable enjeu du XXIe siècle. La bataille pour la narration, pour la maîtrise du récit national. Dans ce climat où chaque minute compte, Cobra Zero doit frapper juste, malgré la peur et la confusion. Mais une révélation inattendue va tout bouleverser. L'équipe découvre que les systèmes ont été compromis de l'intérieur, par une personne dont la loyauté semblait inébranlable. Quand la confiance vacille, qui détient la vérité?
Au petit matin, le Burkina Faso ne reconnaît plus son propre reflet. La méfiance s'insinue dans chaque ruelle, chaque regard croisé devient une énigme. On murmure que l'ennemi n'est plus à la frontière, mais tout autour, peut-être même chez soi. La révélation du sabotage interne tombe comme une lame. L'agent Tona, modèle de fidélité, a trahi. Les certitudes s'effondrent. Les alliés d'hier deviennent suspects et l'incertitude s'installe. Ce schéma a déjà été observé lors de la chute de l'Empire romain, où des généraux corrompus ont facilité l'entrée des barbares dans Rome, précipitant la fin d'une ère. Dans la salle des serveurs, la panique monte. Les preuves numériques s'évaporent, effacées à distance. Les enquêteurs tentent de suivre une trace qui s'efface sous leurs yeux, à chaque seconde. Plus un fichier disparaît, plus la confusion grandit et l'angoisse aussi. Les officiels s'accusent, les experts s'opposent, chacun propose sa propre version du complot. La vérité, elle, semble ne tenir qu'à un fil. En ville, le chaos gagne les marchés. En moins d'une journée, la monnaie nationale s'effondre. Les spéculateurs s'enrichissent, mais la majorité voit les prix grimper comme jamais. Les investisseurs étrangers se retirent, et l'économie plonge. Sur les réseaux sociaux, la rumeur court. Des milliards seraient partis en fumée. Certains prédisent la ruine totale. Les files d'attente devant les banques s'allongent. Les commerçants refusent la monnaie locale, et la peur s'installe dans les foyers. Face à la paralysie, une épreuve secrète s'amorce. Le projet Phénix. Un protocole caché pour tester la loyauté sans rien promettre, sans rien expliquer. Les chefs de mission reçoivent des ordres contradictoires. Les communications sont brouillées à dessein. Qui saura agir pour le bien commun, sans attendre de consignes? Désormais, la vraie fidélité se mesure à l'initiative, non à l'obéissance. On retrouve ici l'esprit des samouraïs japonais, qui devaient prouver leur valeur non par leur obéissance aveugle, mais par leur capacité à agir avec honneur dans la confusion. Dans les foyers, la peur gèle les mots. Les téléphones se taisent, les écrans diffusent des alertes étranges. La confiance se délite d'un coup. La suspicion devient la règle, la solitude le refuge. À ce stade, le danger le plus grave n'est plus l'adversaire extérieur, mais la méfiance qui ronge la société de l'intérieur. Ce climat rappelle la paranoïa de l'ère McCarthy aux États-Unis, où la peur de la trahison divisa durablement la société. Perdre cette bataille invisible, c'est voir la nation s'effondrer sans un seul coup de feu. Le code a pris le pouvoir. La souveraineté glisse entre les doigts d'un peuple programmé pour douter. Souvenons-nous du roman « Le meilleur des mondes » d'Aldous Huxley, où l'aliénation commence quand la confiance collective s'effondre. Mais dans l'ombre, certains refusent la fatalité. Une contre-offensive s'organise, prête à défier la logique du code et à reconquérir la confiance perdue. Les membres de Cobra Zero s'appuient sur des réseaux alternatifs, des messageries cryptées, et mobilisent les hackers citoyens pour reprendre la main. La seule arme qui terrasse la simulation, c'est la transparence. Sous la lumière vive de la vérité, même les manipulations les plus sophistiquées se désagrègent. À Ouagadougou, ce matin-là, la riposte allait bouleverser l'ordre mondial. Amira, virtuose du code et stratège invisible, ne fuit jamais l'affrontement. Elle l'inverse. En injectant un contre-code dans le système, elle neutralise les spéculateurs étrangers, coupe leur accès au profit et retourne la manipulation contre eux. Les flux financiers, qui filaient autrefois vers l'extérieur, se figent. En moins de 15 minutes, c'est l'effondrement silencieux de la spéculation. Des milliards de francs, effacés dans le néant numérique. Ce type de riposte s'inspire des stratégies de cyberdéfense israéliennes où des honeypots piègent les attaquants et retournent leurs propres outils contre eux. Mais la vraie victoire ne se compte ni en lignes de code, ni en silence. Cette fois, le peuple burkinabé refuse d'être une variable au service des algorithmes des puissants. Les Mamba Papers, preuves irréfutables d'ingérence et de complicité, envahissent tous les écrans du pays. Sans montage, sans filtre, la vérité à nu, qui dissipe la peur et rallume la fierté nationale. Ce geste rappelle les Panama Papers, qui ont révélé au grand jour des décennies de corruption mondiale et forcé des centaines de gouvernements à rendre des comptes.
Il ne s'agit plus seulement de défendre un gouvernement, mais de refonder la souveraineté. Partout, des foules se lèvent, des réseaux citoyens s'organisent. Dans un élan inédit, le Burkina Faso lance l'Afromanie, toute première bourse africaine autofinancée, fruit d'une mobilisation populaire et d'un refus catégorique de la dépendance. Cette innovation dépasse la finance. C'est un signal au continent entier. Désormais, le destin ne se programme plus ailleurs. Ce sursaut franchit les frontières. Sous l'impulsion du Burkina Faso, une alliance régionale naît, la déclaration de Nam et la charte de l'indépendance digitale. Plusieurs pays africains s'engagent désormais à défendre ensemble leur souveraineté numérique, à mutualiser cybersécurité et ressources, et à rejeter toute manipulation algorithmique extérieure. Ce mouvement rappelle la création de l'Union européenne après la Seconde Guerre mondiale, où la solidarité collective a permis de reconstruire la souveraineté. Mais ce n'est pas qu'une prouesse technique. C'est une leçon gravée dans les mémoires. Ne pas protéger sa souveraineté numérique, c'est accepter d'être programmé, manipulé, exploité. Ce jour-là, le Burkina Faso ne récupère pas seulement ses codes. Il réécrit son histoire et ouvre une brèche pour une Afrique maîtresse de son récit. La victoire de la transparence sur la manipulation, c'est aussi la victoire de la démocratie sur la peur. Après la tempête, que reste-t-il? Plus de peur, plus de dépendance, mais la certitude que la liberté ne se négocie pas. Elle se défend. À l'ère du numérique, se libérer, c'est reprendre la main sur l'invisible. Et cela, aucun algorithme ne pourra jamais l'imiter. L'exemple du Burkina Faso inspire désormais d'autres nations à renforcer leur cybersouveraineté, à former leurs citoyens aux risques numériques, à instaurer des audits réguliers de leurs infrastructures. Mais si la crise est surmontée, le monde observe, inquiet, car dans l'ombre, d'autres yeux calculent déjà leur prochain coup algorithmique. Aucun système n'est invincible, et chaque faille corrigée aujourd'hui peut être exploitée demain sous une forme différente. C'est la dure loi de la cybersécurité mondiale. Levez-vous, non pas pour être sauvé, mais pour déboguer le système. Voici l'urgence véritable de notre siècle. Refuser d'être de simples spectateurs dans un théâtre numérique où nos destins s'écrivent dans l'ombre. La technologie a transformé la forme des coups d'État, mais pas notre responsabilité fondamentale. Questionner, réparer, réécrire le code qui nous gouverne. Chacun peut agir, à son niveau. Signaler une anomalie, dénoncer une manipulation, apprendre à sécuriser ses propres données. Céder à la passivité, c'est se condamner à n'être que des simulations, des silhouettes perdues dans la mémoire d'un serveur lointain. On ne naît pas programmable. On le devient quand on abandonne sa voix et ses choix aux mains des autres. Au Burkina Faso, ce n'est ni un algorithme miracle, ni une technologie étrangère qui a remporté la victoire. Elle s'est forgée dans l'invisible, grâce à la vigilance de celles et ceux qui ont refusé d'être piratés de l'intérieur. Le vrai coup d'État n'est pas l'intrusion d'un code venu d'ailleurs, mais l'acceptation silencieuse que tout serait écrit d'avance. Quand le peuple du Burkina a repris le contrôle, même dans la pénombre, il a prouvé que la souveraineté n'est jamais donnée. C'est une programmation collective, à défendre ligne après ligne. Ce qui compte, ce n'est pas la sophistication de l'attaque, mais la capacité d'une nation à trouver le bug dans son propre système, à corriger la faille, à briser la fatalité programmée. L'heure n'est plus à craindre l'ombre ni à attendre un sauveur numérique. Elle est à la refonte de notre code social. Chaque citoyen, chaque entreprise, chaque institution a sa part de responsabilité dans la résilience collective. La souveraineté du XXIe siècle, c'est la compétence d'une société à comprendre ses propres vulnérabilités, à se mettre à jour sans renier son histoire, et à transformer chaque crise en opportunité d'apprentissage. Demain, les États qui survivront ne seront pas ceux dotés des pare-feux les plus puissants, mais ceux dont le peuple saura réécrire son destin, ensemble, ligne après ligne, bug après bug. Car la vraie révolution ne se cache pas dans la machine, mais dans la main qui ose la corriger. Le vrai pouvoir n'est plus celui qui code, mais celui qui comprend, questionne et répare. Alors, face à l'inconnu, face aux prochaines menaces, souvenons-nous. La souveraineté n'est pas un héritage, c'est un combat de chaque instant, un choix de lucidité et de courage.
Serez-vous spectateur ou acteur de ce code